Bon lundi et bonne semaine à tous et à toutes. Merci, c'est parti pour une nouvelle semaine de l'invité du midi. Merci à vous pour vos supports, pour vos commentaires et vos critiques. La question du travail et de l'emploi en Haïti est une question d'une importance capitale. D'ailleurs, dit-on souvent, le travail, c'est la liberté. Donc un peuple libre, c'est un peuple qui travaille. En Haïti, l'environnement d'affaires, axé principalement sur le commerce, ne mobilise pas assez de bras. Les efforts de développement de zones franches en Haïti sont très limités. Du coup, nous avons une jeunesse livrée à elle-même, sans formation, sans emploi, sans protection et sécurité sociale. Ce n'est pas étonnant qu'elle se convertisse en bandits et gangsters. Le président Jovenel Moïse leur avait promis de mettre de l'argent dans leurs poches et de la nourriture dans leur assiette. Mais il n'avait pas dit comment. La crise haïtienne est aussi et surtout une crise de l'emploi. Même ceux qui travaillent aujourd'hui sont en grande difficulté. À quand une politique de l'emploi en Haïti? Peut-on espérer une création massive d'emplois en Haïti? Et si la solution à la crise structurelle que connaît le pays depuis quelque temps passerait par la création d'emplois décents à travers tout le pays? Avec nous sur le plateau de l'invité du midi, mesdames, messieurs, notre ami Philippe Junior Volmar, qui est avocat et spécialiste en droit du travail, pour débattre de la question de l'emploi aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue à l'invité du midi, Volmar. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je pense que nous allons passer un moment assez intéressant. D'accord. Vous êtes avocat et spécialiste en droit du travail. Vous consacrez beaucoup de temps, notamment à travers votre blog Haïti HDIT, donc, où vous faites la promotion du droit du travail en Haïti. Vous trouvez que c'est un travail qui est nécessaire par les temps qui courent? Bon, oui, par les temps qui courent, puisque quand même, je suis persuadé qu'on ne va pas rester dans cette situation. Il faut quand même penser l'autre Haïti. Donc, je continue à faire cette promotion afin, de point de vue plus ponctuel, d'informer les employés et les patrons sur les droits de chacun et les obligations. Et en plus de pousser ceux qui sont responsables à, d'une part, changer de discours politique et à améliorer les conditions économiques pour les employés, mais aussi les entrepreneurs qui seront les patrons. Nous disposons en Haïti un texte sur le travail, c'est le Code du travail, et qui régit le fonctionnement du travail en Haïti. Vous estimez que ce code tient encore la route? Non. sans compter les récentes abrogations qui ont été faites et qui ont été vivement critiquées par l'OIT. Et à cause l'OIT, c'est l'Organisation internationale du travail. À cause de son non-respect des conventions internationales signées par Haïti relativement au travail. Donc déjà, le code est désuet. Quel que soit le point où vous touchez, il est victime de désuétude à cause de la modernisation du travail, des outils de travail, de la réorganisation de la gestion des ressources humaines, le numérique qui modifie tout dans notre monde. Donc tout ça fait que le code du travail est désuet par rapport à la réalité. Je vais vous donner un exemple. Il y a peut-être 20 ans, et si vous vouliez avoir un genre de maison, ce qu'on appelle les servantes, etc., il est fort probable que cette personne dorme chez vous. Oui. Donc le législateur avait pensé et a organisé ce rapport par rapport au fait que le genre de maison dort chez son patron. Ce n'est plus le cas presque. C'est assez rare que les gens embauchent des gens de maison qui dorment chez eux. Or, le code ne prévoit pas cela. Et autre exemple, et avec la pandémie, mais aussi la situation sécuritaire, les entreprises tendent vers le télétravail. Tandis que le Code du travail ne prévoit pas le télétravail. Il prévoit ce qu'on appelle le travail à distance, qui est autre chose. C'est un autre régime juridique qui est différent du télétravail, puisque le télétravail, lui, ce n'est pas le fait de travailler à distance seulement, mais c'est aussi le fait de travailler à distance, pas à travers le numérique. Donc, il y a aussi ce retard et tant d'autres retards.
Beaucoup de retard. Donc, du coup, décidément, ce code-là, c'est un code assez vieux. Il faudrait qu'on travaille là-dessus pour le rendre plus moderne et plus adapté au temps. À qui appartient ce chantier? C'est qui a l'initiative de lancer des réformes du code du travail? Le monde du travail est assez différent des autres et il y a le principe du tripartisme. Okay. Le tripartisme implique le patronat, les employés, les syndicats et l'État. Donc il faut qu'ils travaillent ensemble pour apporter une modification au code. Mais je dois vous dire que l'initiative, ça part de qui? De quel secteur? De quel groupe parmi ces trois? N'importe quel secteur qui soit intéressé. De l'État? Non, n'importe quel secteur. N'importe quel secteur qui soit intéressé. Parce que celui qui lance n'est pas celui qui va mobiliser l'entente réelle ou la discussion réelle, puisqu'il faut que les trois parties soient là. Mais le patronat peut estimer qu'il faut plus de flexibilité dans le code. Donc, il lance un débat. Mais généralement, il faut toujours que les trois parties soient là pour avoir l'effectivité de la chose. Au fait, je peux vous dire que depuis des années, il y a des rencontres qui se font autour de la modernisation du Code du travail avec les trois secteurs en Haïti. Donc, c'est un chantier qui est déjà en cours. C'est un chantier qui est en cours, ça prend un peu de temps, mais c'est en cours. D'accord. On va faire, et Philippe Volmar, une petite escapade que j'aimerais appeler une escapade philosophique, puisque je sais qu'entre autres avocats, vous avez quand même une formation en philosophie. Oui. Et le travail, je viens de le présenter dans l'intro de cette émission comme étant quelque chose qui libère, mais ce n'est pas une conception toujours partagée du travail. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez un auteur comme Karl Marx qui a vivement critiqué le travail comme étant ce qui produit ce qu'il appelle l'aliénation. Donc, le travail n'est pas toujours la liberté. Non, le travail n'est pas toujours la liberté et cette conception du travail comme liberté a pris naissance avec le capitalisme. Et pour ma part, je peux dire que historiquement, celui qui a le premier posé ce discours comme travail, comme liberté, c'est Hegel. Mais il faut préciser quand on parle de travail, parce que du point de vue philosophique, il y a le concept de travail et il y a l'autre concept d'emploi. Oui. Donc l'emploi fait partie du travail, mais tout le travail n'est pas l'emploi. L'emploi, ce serait un travail rémunéré. Ce serait un travail rémunéré et qui est... Puisque tout travail n'est pas nécessairement rémunéré. Non plus. Le travail, grosso modo, le travail, c'est cette modification que nous faisons à la nature en fonction de nos intérêts, en fonction de nos besoins. Pour suivre un peu Hannah Arendt, même si je ne suis pas trop d'accord avec elle sur la question. Donc, l'emploi, c'est une production du capitalisme. C'est ce besoin de force de travail pour les machines, une sorte d'industrialisation humaine. Mais le travail est plus grand. Donc, par exemple, Marx, quand il critique le travail, il critique l'emploi. Mais il ne critique pas le travail en soi, le travail comme activité sociale qui crée une interdépendance entre les individus de cette société. Voyez. Et bon, il y a aussi Hannah Arendt qui diminue le travail à sa plus simple expression comme seulement ce que nous faisons pour survivre. Oui. Et qui enlève l'œuvre du travail. Donc c'est un terme polysémique qui a plusieurs sens selon le domaine dans lequel on le considère. Et historiquement... Et si vous me permettez cette petite parenthèse, et il y a le travail qu'on appelle en anglais de labor, que les femmes font quand ils vont mettre au monde un enfant. On dit aussi que c'est le travail qui a commencé quand le cycle de l'accouchement a commencé. On peut parler aussi du travail comme étant l'œuvre de quelqu'un, c'est le travail de tel artiste ou le travail de tel écrivain, ou encore un travail académique aussi. Donc le travail, il est extrêmement polysémique, mais là nous parlons précisément du travail dans le sens de la production de biens et de services au profit de la société ou au profit des patrons selon l'angle considéré. Du coup, on ne parle plus de travail, on parle d'emploi. On parle d'emploi. Donc, mais bien entendu, c'est un concept aussi qui, au début, avait une mauvaise connotation. Déjà, l'origine du mot tripalium
veut dire torture, douleur. Torture, douleur. En Grèce antique, celui qui travaillait n'était pas un citoyen grec. Le citoyen grec ne travaillait pas. Le citoyen grec réfléchissait sur les affaires de la cité. Il ne pouvait pas travailler. Une femme, métèque, une esclave, oui, mais le citoyen ne travaillait pas. C'était un petit peu le cas pour les Romains. Le travail, c'est une malédiction. Et la Bible aussi, qui organise la pensée des sociétés occidentales, et pour ce que vous venez de dire tout à l'heure, par exemple. Donc il y a deux punitions que les hommes ont subies de Dieu, c'est le travail. Pour la femme, c'est l'accouchement dans la douleur, c'est le travail. Pour l'homme, c'est à la chair de son front que tu mangeras ton pain, donc il faut travailler la terre, donc il faut travailler. Donc le travail, Dieu a puni l'homme en le mettant en situation de travail. Bon, c'est une conception, mais qui quand même a guidé pendant longtemps et la pensée occidentale. Donc tout a changé avec le capitalisme où le bourgeois, et quand je dis bourgeois dans le sens marx du terme, pour préciser, quand le bourgeois a besoin de cette force de travail qui se trouve dans sa situation économique, mais il valorise le travail. D'ailleurs, maintenant, nous ne pouvons imaginer notre vie sans l'emploi. Et du coup, l'emploi est devenu une liberté. Dans les sociétés féodales et dans les sociétés esclavagistes, le travail, le travail ne libère pas. C'est-à-dire que le travail, c'est, comme vous venez de dire, c'est le fait d'utiliser les forces des gens. Et contre eux-mêmes, d'ailleurs. Oui, alors, pour éviter... alors, j'ai voulu éviter d'être trop long dans l'histoire, mais il y a... déjà, le système féodal a continué avec la conception romaine, parce que le clergé, la noblesse ne travaille pas. Okay? Donc, maintenant, l'esclavage, lui, c'est le début du capitalisme. C'est le début du capitalisme, parce que le capitalisme, contrairement à tout ce que les gens pourraient penser, a commencé aux environs du 14e, 15e siècle. Donc nous avons maintenant un capitalisme industriel qui a pris naissance en Angleterre, comme on dit généralement, qui nous donne cette perception que le capitalisme a pris naissance au 19e siècle. Mais l'activité commerçante d'acheter et de revendre et de forger un capital, ça a commencé en Florence avec les commerçants. Et c'est ce même élan qui a encouragé le capital et l'esclavage. D'ailleurs, si on étudie profondément les caractéristiques générales de l'esclavage et l'emploi actuellement, ou du moins au début du capitalisme industriel, vous verrez qu'il n'y aurait pas trop de différence. Voilà pourquoi il y a eu des mouvements et sociaux pour modifier ou changer la situation des employés où ils travaillaient pendant 18 heures de temps, même s'ils n'étaient pas la propriété du patron. Il y avait aussi le paternalisme qui faisait que... Donc avec le capitalisme, l'esclavage, c'est comme si c'était l'esclavage sous une autre forme. Modernisé. Modernisé, ce qui remet en question totalement cette conception du travail comme liberté. Et pour quelle classe ? Quand on dit liberté, c'est pour quelle classe? Est-ce que c'est libre de travailler, tandis qu'on est obligé de travailler? On est obligé de travailler par rapport à notre contexte économique. Nous vivons dans un contexte économique où le travail est une nécessité. Serait-ce pour cela, si vous me permettez maintenant de faire un autre saut dans notre conversation, cette émission, je la conçois comme une espèce de conversation, serait-ce pour cela que l'Organisation internationale du travail parle aujourd'hui du travail décent? Tout à fait, exactement. Parce que, d'ailleurs, le travail décent, c'est un mal de tête pour les néolibérales. Parce que, oui, parce que les néolibérales, eux, ce qu'ils voudraient, c'est que le marché de l'emploi soit totalement libéré. Donc maintenant, ce qui je peux dire sur la question, c'est que je suis un peu perdu là. Donc on parlait de la conception de l'OIT, du travail. Alors bien sûr, parce que, prenons un autre exemple, pour le salaire minimum. Ce salaire minimum ne permet pas aux Haïtiens de vivre. En 2019, le panier de la ménagère était de 1300, 1400 gourdes, tandis que le salaire minimum au maximum est de 500 gourdes.
Donc, vous imaginez que... C'est entre 400 et 500 gourdes. Voilà. Donc, si vous voulez consommer 2500 calories par jour, ce qui est la quantité moyenne recommandée de calories, vous ne pourrez pas. Donc, le travail décent, c'est là pour ça. C'est pour permettre aux travailleurs de pouvoir vivre décemment, d'avoir un emploi où le salaire n'est pas une... C'est-à-dire, le travail décent serait un emploi où l'on peut vivre décemment, c'est-à-dire s'offrir un logement décent, c'est-à-dire pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires et également s'offrir un peu de loisir. Ce qui est nécessaire pour l'être humain, le loisir. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que le loisir, c'est un loisir. Non, c'est très important. C'est pas un superflu. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que, par exemple, que le législateur en Haïti a pensé au congé annuel. C'est pour permettre à l'employé de s'écarter un petit peu du travail et de se reconstruire. Bon, bien entendu, c'est toujours dans l'idée de reconstruire pour le capitaliste, de lui donner un employé tout neuf. Vous voyez. Mais le loisir, c'est important. C'est comme si c'était un appareil à un moment de la durée. Il faut le reposer ou bien il faut faire le mettre hors d'usage pour voilà. pouvoir le réutiliser après. Tout à fait. Donc maintenant, la question du loisir a pénétré le travail de l'emploi, en tout cas, très profondément avec les nouvelles méthodes de gestion de ressources humaines, comme par exemple pour les GAFA. Et si vous regardez leurs employés, vous aurez l'impression qu'ils ne travaillent pas. Les GAFA. Les GAFA, c'est qu'ils ont Google, Facebook, etc. Donc, ils ont cette nouvelle façon d'organiser l'espace de travail, parce qu'ils ont besoin de la créativité de leurs employés. Donc, ces employés-là, ils peuvent s'asseoir par terre pour travailler. Ils ont des divans. Donc, c'est de faire rentrer le loisir dans l'activité même de travail pour augmenter l'efficacité ou l'efficience de l'employé. Et ça, c'est un petit peu aller plus loin que Microsoft, qui avait eu l'idée d'offrir des actions à leurs employés, question de les motiver davantage. Et là, maintenant, c'est le loisir qui rentre dans l'emploi. Oui. Tout en ayant des loisirs, on travaille. On travaille. Bon, ce qui augmente aussi le travail. Oui, c'est encore au profit du travail, au profit du patron. Non, mais les techniques de gestion de ressources humaines, c'est de mettre l'employé dans les meilleures conditions pour qu'il soit le plus efficace que possible, donc pour l'entreprise. C'est ça. Et donc, il y a toutes ces modifications, et c'est de là que la question de tout à l'heure sur la désuétude du Code du travail. Parce qu'on commence un peu à appliquer dans certaines entreprises ces nouvelles méthodes. Et la loi devient alors du coup silencieuse. Oui, et par conséquent, il y a nécessité de s'adapter. Tout à fait. Et c'est pressant. C'est pressant. Yeah. Et le travail en Haïti, en fait, on est d'accord que depuis la fondation, la création de ce pays, et à nos jours, il y a toujours une masse de gens, de personnes, les masses populaires, qui ont beaucoup d'aspirations. Ils ont des aspirations, ils veulent travailler, ils veulent pouvoir subvenir à leurs besoins. Et à mon avis, je le dis assez souvent, tout le problème du pays réside dans le fait qu'il y a une majorité d'Haïtiens qui n'ont pas accès aux ressources du pays. Est-ce que vous pensez que la création d'emplois massifs peut aider effectivement, comme c'est formulé dans le thème d'aujourd'hui, à sortir le pays de cette impasse? Nécessairement. Nécessairement parce que il y a les normes de protection sociale. Mais pour que l'État puisse offrir ce service de protection sociale, il lui faut de l'argent. Donc, plus il y a des gens qui travaillent, plus ils paient leurs impôts ou leurs contributions. Plus l'assiette fiscale s'agrandit aussi. Voilà. Donc, ce qui permet à l'État d'améliorer la vie de ceux qui, eux, ne peuvent pas rentrer dans le système. Parce que les systèmes d'emploi sont toujours comme ça, puisqu'il n'y a pas
de taux de chômage à 0%. Donc il y aura toujours ceux qui ne pourront pas rentrer dans le système. Il y a aussi ceux qui travaillent mais qui sont trop bas dans l'échelle. C'est un peu cynique ce que je dis, mais c'est la réalité du marché de l'emploi. Donc il faut toujours l'accompagnement de l'État. Et pour cela, il faut de l'argent. Plus il y a de travailleurs, plus, comme vous venez de le dire, l'assiette fiscale, mais aussi les contributions au niveau des sécurités sociales, comme ONA ou FATMA, vont augmenter. Ces institutions pourront avoir beaucoup plus de fonds pour offrir mieux leurs services. Et mieux ce sera, sans compter le fait qu'il y aura beaucoup plus de monde avec un pouvoir d'achat raisonnable. Et eux-mêmes, ils vont investir, ils vont devenir des patrons. Sans compter qu'ils pourront, du moins, au minimum, s'assurer de l'éducation de leurs enfants et permettre leur mouvement social, leur changement, leur ascension sociale. Merci. Donc, il y a tellement de choses que le plein emploi peut résoudre en Haïti que je ne vois vraiment pas pourquoi ce n'est pas un discours politique. Donc, vous pensez que c'était un discours politique? Je me souviens même qu'il y a un candidat qui a fait sa campagne électorale sur la question, 100 000 emplois en 3 mois. Là, je parle de l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séa, mais qui est arrivé au pouvoir comme Premier ministre. Naturellement, il n'a pas duré longtemps, mais on n'a pas vu l'ombre de ces emplois. Bon, écoutez, il y a discours politique et politique de l'emploi. Dire que vous allez offrir 100 000 emplois en 3 mois, déjà, qu'est-ce que vous entendez par emploi, là? C'est pas ces petits trucs de 2-3 jours qu'on appelle... C'est pas du cash for work. Du cash for work. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, est-ce que ceux qui vont offrir ces emplois, ils sont capables d'offrir 100 000 emplois? Est-ce que vous avez des entreprises? Parce qu'on ne peut pas penser l'emploi sans penser les entreprises. Sauf si nous vivons dans une société communiste où l'État est propriétaire de tout et que c'est l'État qui offre les emplois. Mais nous ne vivons pas dans cette société ni économique, ni sociale, ni sous n'importe quelle autre forme. Donc c'est au secteur privé d'offrir les emplois. Donc il faut créer des possibilités. Et il faut ouvrir le marché. Ce fameux discours de Haïti is open for business. Il faut ouvrir le marché, et en particulier aux PME. Parce que les PME, ils sont en grand nombre, ils pourront être en grand nombre et pourront embaucher plus de monde. Il faut penser à tout ça. 100 000 emplois, mais où est-ce que je vais les avoir? Qui va les proposer? Qui est capable de les proposer? Quel emploi? Et quel emploi, surtout. Quel emploi? Parce que l'emploi, il y a des emplois temporaires que, en général, quand il y a des difficultés dans le pays, on entend, en général aussi, c'est également une source de corruption. Les gens vous disent, écoutez, on va faire du cash for work, on va jeter pratiquement de l'argent par la fenêtre. Je sais que cette méthode a été utilisée par les États-Unis pendant un certain temps parce qu'il y avait des difficultés dans le pays et qu'ils pensaient, en faisant travailler les gens sur des projets d'assainissement. Ça, c'est après la crise de 1929. Après la crise de 1929. Mais il y avait tout le plan politique derrière. C'était une étape qui mènerait à une autre... la politique de Keynes. C'est la politique de Keynes. Tout ceci était intégré à travers cette pensée politique. Il faut faire de grandes œuvres et de grandes infrastructures et faire travailler les gens. Et comme ça, ils pourront avoir de l'argent pour redynamiser l'économie. Bon, je dis ça en vrai, je ne suis pas économiste, mais quand même, j'ai lu quelques lignes sur la question. L'emploi temporaire pour genre cash for work, genre petit emploi, serait-ce du bluff s'il n'y a rien qui est prévu après? Non, mais c'est du bluff. Écoute, c'est de l'apaisement social, ils appellent ça comme ça. Mais c'est du bluff parce que l'emploi, pour le créer, il faut créer des entreprises. Ou les entreprises qui sont déjà là, ils grandissent économiquement. Donc ils ont plus de clientèle, ils offrent plus de services, ils ont besoin de plus de bras, donc ils emploient plus de gens. Donc il faut créer des entreprises et permettre à ceux qui sont déjà là de se développer. Donc ce n'est pas seulement le fait de dire que vous allez offrir 100 000 emplois. On ne peut même pas le faire avec le secteur de sous-traitance. On ne peut même pas le faire parce qu'il n'y a pas de contrat, il n'y aura pas d'employés, il n'y aura pas de travail. Donc dire que vous allez offrir 100 000 emplois, il faut expliquer d'où est-ce que ces emplois vont sortir. Sinon, ce ne seront que des paroles. D'accord. Et en Haïti, nous avons un secteur d'affaires, je l'ai mentionné également dans l'intro de l'émission, qui est axé principalement sur le commerce. Il n'y a pas
une industrie et locale en Haïti qui soit assez développée. Et donc, généralement, les emplois qui sont créés, il y en a quelques-uns qui sont créés au niveau des quelques zones franches qui existent, mais ce n'est pas suffisant, pardon. Maintenant, dans le commerce, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Non, parce que ça ne mobilise pas trop de bras. Prenons par exemple une entreprise de distribution, comme un supermarché par exemple. Il faudrait que ce supermarché ait plusieurs succursales, mais vraiment beaucoup, pour pouvoir employer, disons, environ une trentaine de personnes par succursale. Sinon, ça ne servirait à rien. Mais là encore, quand on parle de commerce, il faudrait beaucoup, mais vraiment beaucoup d'entreprises commerciales pour pouvoir absorber le marché. Mais toutes ces entreprises-là, est-ce qu'il ne va pas y avoir le terme m'échappe là, de congestionnement sur le marché? Ouais, alors je parle de ce marché de commerce. Oui. Ce qui pourrait ralentir l'activité de toutes les entreprises et par conséquent et diminuer ou les pousser à diminuer leur mais ça va staff. détruire également l'économie. Pourquoi? Parce que si on n'investit pas dans l'industrialisation et que les commerçants vont devoir, et autant qu'ils augmentent et le nombre de commerçants, c'est autant que les produits seront importés. Et on sait déjà que l'impact de l'importation sur une économie. Donc, si on augmente le commerce pour créer plus d'emplois, on va détruire définitivement l'économie. La question est simple, c'est que pour faire du commerce, il faut quand même l'industrie. Parce que d'où sortez-vous, c'est bien. Oui. Donc il faut que l'industrie existe pour le produire. Maintenant, si l'industrie n'est pas dans le pays, donc vous distribuez pour les entreprises étrangères, vous êtes obligé d'importer. Donc l'industrialisation, la production de richesse, c'est une nécessité. Et bon, malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et nous sommes obligés d'arriver à ce point-là, à moins que nous prenons le risque de ne pas nous industrialiser à l'échelle internationale, mais il faudrait quand même, de toutes les façons, il faudrait quand même une industrie. Que ce soit l'industrie de production de biens ou l'industrie de production de services, comme par exemple le tourisme. On reste à savoir si nous pourrons. D'accord. Et quand j'entends parler les entrepreneurs haïtiens, ils disent qu'ils sont victimes d'une grande incompréhension de la part non seulement de l'État, mais aussi de la population d'une manière générale, parce qu'ils expliquent souvent comment investir en Haïti est une question compliquée. Et tant sur le plan juridique, le cadre et juridico-administratif pour faciliter les investissements en Haïti est très compliqué. Et tant sur le plan infrastructurel, nous vivons dans un pays où il n'y a pas d'énergie. Le président en fait la promesse depuis ça fait un temps. Et il continue encore d'en parler, mais autant qu'il en parle, autant qu'on ne voit plus l'électricité. Et d'ailleurs, les gens se plaignent cette semaine et la semaine écoulée de ne voir la lueur d'aucune électricité chez eux. Donc, moi, tout à l'heure, j'ai entendu sur Radio Caraïbe quelqu'un dire qu'il passe la journée à travailler et rentrer chez lui. C'est le moment pour lui de se reposer, d'avoir au moins un moment de répit. Mais non, impossible, puisqu'il n'y a pas d'électricité, et il fait chaud, il y a des moustiques, etc. Donc, il pense que à ce stade-là, la vie est vraiment impossible dans ce pays. Donc, les entrepreneurs se plaignent de ce qu'on ne les comprend pas, parce qu'investir en Haïti, ce n'est pas chose du tout facile. Vous êtes de cet avis, non? En partie. En partie parce qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que vous venez de dire. Par exemple, du point de vue juridique, les lois sur les sociétés ont besoin d'être modernisées. Bon, il y a un travail qui a été fait sur le président Martelly. Il y avait une commission qui s'appelle la Commission présidentielle pour la réforme du droit des affaires haïtiennes. Ils ont produit des textes, mais qui n'ont jamais été votés, qui ont modifié les statuts des entreprises. Donc, par exemple, si vous créez une société, une entreprise individuelle, vos patrimoines vont... bon, de toute façon, il n'y a pas de patrimoine de l'entreprise. Tout le patrimoine de l'entreprise, excusez-moi, c'est votre patrimoine personnel. Donc, si l'entreprise a des dettes, c'est votre dette. C'est aussi le cas pour les entreprises de société collective. Les associés partagent alors, ce que je veux dire, partagent leur patrimoine avec l'entreprise, ce qui n'est pas le cas des sociétés anonymes.
puisque la société a son propre patrimoine et les actionnaires ont leur propre patrimoine. Tandis que dans les pays développés, ils ont déjà modifié ça depuis fort longtemps. Maintenant, on peut créer une entreprise individuelle et l'entreprise a sa propre personnalité et son propre patrimoine. Et moi, je n'ai rien à voir avec les dettes de l'entreprise. Et des sociétés en non collectif qui répondent aussi à ce même critère. Donc, il faudrait déjà penser à modifier les lois. Et ensuite, diminuer la procédure. C'est incompréhensible que pour créer une société anonyme, il faut l'autorisation du président. Du président de la Oui. République? Ça, je ne le savais pas. Mais bien sûr. Donc, peut-être que ça avait un sens dans les années 60. Mais maintenant, je ne vois même pas l'autorisation d'un ministre, voire celui de la présidence. Donc, pour créer une société anonyme, c'est comme ça. Il y a d'autres Il faudrait peut-être que le ministère du Commerce donne une autorisation. Oui. Comme c'est le cas pour d'autres sociétés. Non, mais écoute, ce que donne le ministère du Commerce, c'est une autorisation de fonctionnement. Vous pouvez commencer à fonctionner, mais il faut attendre que le statut soit publié dans le moniteur. Pourquoi tout ça? Tandis qu'aux États-Unis, l'entrepreneur, il va sur Internet et en 5 minutes, son entreprise est déjà créée. En 5 minutes? En 5 minutes. Quelques clics, vous payez par carte de crédit et c'est fait. Et puis, on peut vous envoyer votre permis de fonctionnement par mailbox. Donc, c'est comme ça. Il faut déjà alléger. Ensuite, il y a les obligations fiscales qui pèsent très lourd. Parce que, par exemple, pour une société en non collectif et une société anonyme, il faut avoir un comptable agréé pour poursuivre le dossier. Le comptable agréé, c'est comme un avocat qui vous dit, bon, vous allez me payer tant parce que je vais faire ça, je vais faire ça. Parce que sans ça, vous n'allez pas aboutir à la patente. Donc, c'est lourd. C'est lourd en termes de temps, c'est lourd en termes d'argent, et sans compter les autres problèmes infrastructurels. C'est très difficile de créer une entreprise en Haïti. Et surtout le temps de réponse de la part de l'État. Et tout ce problème a un impact sur l'innovation. Nous avons besoin d'innover. Ouais, ce que je vois que les Africains, ils font très bien. Ils innovent et ils encouragent même les enfants à innover. Donc, je pense qu'il faut créer les conditions pour l'innovation entrepreneuriale. Parce que plus il y aura des affaires, plus il y aura des entreprises, et plus il y aura d'emplois. Plus il y aura d'emplois et plus l'économie grandit aussi. L'économie grandit. Okay. On pourrait faire une projection peut-être sur 10 ou 20 ans en fonction du taux de croissance, je laisse ça aux économistes, pour vraiment implanter le travail décent. Parce que je pense que si on commence avec le travail décent, dès le début, on va bloquer le système. Parce que ça pèsera trop lourd sur les entreprises. Le travail décent coûte très cher ou du moins, aux entreprises. Il serait peut-être mieux qu'on invente ou qu'on réfléchisse sur ce que nous entendons par décent, par rapport avec notre situation, par rapport avec ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas. On pourrait même, pour continuer ton idée, non plus penser notre façon de voir la décence, mais aussi de le voir, de l'organiser comme quelque chose qui va subir des modifications au cours du temps, qui va évoluer, qui va se modifier. Oui. Même si on pourrait prendre la conception de l'OIT comme base, et pour pouvoir commencer à réfléchir sur le travail décent en Haïti. Je voudrais revenir sur les entrepreneurs et en général leurs griefs par rapport à l'État et par rapport à la société de manière globale. Souvent, ils disent que les gens ne sont pas formés. Il y a un problème sérieux de main-d'œuvre, parce que si on pense pour passer le travail, il faut qu'il existe une main-d'œuvre. Donc, est-ce qu'il faudrait, avant même de penser à une politique de l'emploi en Haïti, et penser à une politique de formation professionnelle? Non. On peut les faire ensemble, parce que quand on parle d'emploi, il y a une grande partie des emplois qui nécessitent de la main-d'œuvre et non main-d'œuvre qualifiée. Donc, comme par exemple dans les industries. Par exemple, disons le petit personnel. Moi, je pense qu'on devrait encourager les entreprises qui embauchent plus de 3 personnes qui travaillent dans le petit personnel. Parce que c'est la classe la plus défavorisée de la société. Donc, si on ne le fait pas comme ça,
les conditions économiques dans lesquelles nous sommes maintenant, parce qu'on ne peut pas sortir de ces conditions par un claquement de doigts. C'est une progression, c'est un ensemble de travail. Si on ne le fait pas, eh bien, le processus va s'enrayer en route et on va revenir à notre point de départ. Ça, voilà pourquoi il faut penser par des spécialistes comment faire pour sortir Haïti de ce problème. Il faut des mécaniques, des stratégies, sinon on ne pourra pas sortir. Donc maintenant, quand on parle de main-d'œuvre qualifiée, on peut former les gens en même temps qu'on emploie ceux qui ne sont pas formés pour les travaux les plus simples. Qui ne demandent pas une certaine compétence. Mais ce qui arrive, c'est que Maître Philippe Volmar, et autant que vous parliez tout à l'heure de l'innovation, nous avons un monde qui est complètement moderne, où les choses ont beaucoup évolué. Même l'industrie et de nos jours a assez évolué. Donc, il est presque nécessaire, au moins les gens sachent et lire et écrire. Or, nous vivons dans un pays où il y a un fort taux d'analphabétisme. Est-ce que vous pensez que l'analphabétisme, le manque de formation pourrait être un obstacle à cette politique de l'emploi ou à ce plein emploi qu'on l'espère tantôt? Non. Non. Parce qu'il faut voir la progression. Alors, offrir beaucoup plus d'emplois, c'est sur le temps. Donc, on commence avec ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas d'éducation universitaire. On commence avec eux parce qu'il y aura de l'emploi pour eux. Pour ceux qui sont déjà formés, qui sont qualifiés, eh bien, il y aura aussi de l'emploi pour eux. Mais en même temps, il faut que l'État fasse de sorte à ce que la nouvelle génération ne soit pas dans la même situation que celle au moment où nous avons commencé le projet. Parce qu'à l'avenir, on va avoir besoin de ça. On crée de l'emploi pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais il faut scolariser les enfants qui naissent et la nouvelle génération. Oui, et puis il y a aussi, j'ai parlé là maintenant, j'ai évoqué l'État, mais il y a des activités privées aussi qui peuvent se faire. Les entreprises peuvent investir dans l'éducation aussi. Bon, par exemple, s'ils ont besoin de comptables, de gestionnaires ou de managers, par exemple, ils pourraient financer l'université là, bon, je vais pas citer le nom, mais sur la route de la Lue. Les hautes études, oui. Bon, les hautes études. Voilà. Voilà, donc on pourrait investir dans mais justement, c'est une critique que l'on fait à cette classe d'entrepreneurs que ça fait longtemps qu'ils investissent dans le pays, qu'ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont jamais vraiment investi dans l'éducation dans ce pays, notamment au niveau de la formation universitaire. C'est le problème où est-ce qu'ils espèrent de trouver leur cadre? Non, mais c'est le problème de l'économie par le commerce. Le commerce n'exige pas beaucoup de formation, donc pas nécessaire d'investir dans le savoir. Parce que le savoir, c'est le nœud gordien de l'innovation. On ne peut pas innover sans la science. Donc il faut avoir des scientifiques, donc pour ça, il faut les former, il faut créer des universités. Mais si nous n'avons pas d'industrie, si nous faisons que mettre dans des sachets ou dans des bouteilles, donc c'est plus la peine de payer des chimistes ou des biologistes ou je ne sais quoi pour imaginer de nouvelles molécules qui pourraient avoir des saveurs différentes ou avoir des effets différents sur le corps, etc. Ou encore des agronomes qui pourraient penser à la transformation de certains aliments. Parce que qu'est-ce qu'on remarque en Haïti, c'est que nous avons par période certains aliments qui sont assez disponibles. Par exemple, là actuellement, il y a le mango, et notamment la mangue Francis qui est assez disponible, mais à un moment on a l'impression que ça va disparaître et sur le marché. Il faudrait peut-être qu'on pense à transformer ces aliments. Donc, du coup, ce qui nous amène à une certaine agro-industrielle. Donc, par conséquent, un besoin nécessaire en agronome, un technicien et chimiste, etc. Et même aussi les spécialistes les activités culinaires, par exemple. Parce qu'ils le font aussi. C'est des gens qui savent goûter, qui peuvent vous dire ce qui pourrait plaire ou ne pas plaire. Voilà. Mais il faut sortir du commerce pour cela. Parce que le commerce ne fait pas toutes ces exigences. Il y a une autre chose aussi que le commerce ne permet pas de faire. Le commerce, c'est
un environnement d'affaires qui est très propice à la mafia. C'est-à-dire que il est facile, parce qu'on reproche cela aussi, et autant qu'ils font des reproches à la société, et également on entend des gens le reprocher également, et d'être une classe d'affaires assez mafieuse, et qui fait une sorte de prédation sur l'État et vend à l'État des produits et services et à des prix exorbitants. On parle de surfacturation, etc. Avoir des hommes d'affaires qui ne comptent qui n'ont comme client que l'État. Alors que nous vivons dans une société de 12 ou 11 millions d'habitants, quoi. Oui. Donc nous avons entre 11 et 12 millions de consommateurs, mais notre unique client, c'est l'État. Vous imaginez? Ça aussi crée la paresse et aussi empêche l'innovation. On court-circuite l'économie. Donc la crise économique ne nous dérange plus, puisque nous avons un client qui, lui, sera toujours solvable. L'État va être en faillite, par rapport à eux en tout cas. Oui, l'État n'a pas augmenté les redevances ou les droits pour un passeport, et puis ils vont les payer. Ils court-circuitent la crise économique et ne participent donc pas à sa remise en marche. Et l'État est devenu le plus grand pourvoyeur d'emplois. Évidemment. Parce qu'il faut que les emplois soient créés pour que... D'ailleurs, déjà, les PME peuvent surpasser l'État de 100 ou de facteur 100 ou de facteur 1000. Mais s'il n'y a pas de... Si on n'encourage pas les PME, l'État sera le seul. Mais même quand l'État est le plus grand pourvoyeur d'emplois, d'une part, ce sont des emplois qui ne servent à rien à l'État. Parce que, écoute, oui, ça veut dire quoi avoir 10 employés dans un service qui ne nécessite pour un même poste. Pour un même poste, quoi. Donc déjà, c'est la force de travail est gaspillée aussi. La force de travail est gaspillée. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut compter sur les PME. Et même faire des PME une priorité sur l'investissement étranger. Sur l'investissement étranger? Oui, ça c'est mon point de vue. Bon, si je devais classer l'ordre des priorités des investissements, pour moi d'abord ce serait les PME, ensuite la diaspora, puis ensuite la diaspora, c'est-à-dire? La diaspora haïtienne. Je veux dire les encourager à venir investir en Haïti. Ah ok, les encourager à venir investir aussi. Donc d'une part encourager la jeunesse à investir. Donc une ou deux personnes ou plus se mettent ensemble et créent une entreprise. Ils vont embaucher des gens. Donc si par exemple, on pourrait leur donner certains avantages s'ils emploient plus de 10 personnes, par exemple, dans leur entreprise. Mais les petites et moyennes entreprises, vous en avez beaucoup, ils n'emploient pas beaucoup de monde. On peut imaginer un PME qui emploie 3 personnes. Mais ils peuvent être 1 million dans le pays. À employer 3 personnes. Voilà. Donc on multiplie 3 par 1 million, ça a déjà fait... Et je ne parle pas de quelque chose qui va se faire en Haïti, c'est comme ça dans tous les pays développés. Les plus grands pourvoyeurs d'emploi, ce sont les petites et moyennes entreprises. Oui, la petite pizzeria du coin, oui. Le dry cleaning à côté, encore le petit restaurant, et en face qui emploie 5 personnes, 10 personnes, 3 personnes. Donc, au fait... Et ce qui arrive en Haïti, c'est qu'on voit qu'il y a pratiquement, si on prend le cas de petits restaurants, une prolifération même de petits restaurants, mais ça ne crée pas nécessairement de l'emploi. Même si vous passez sur la route de Delma et que vous remarquez des jeunes filles en mini-jupe devant un restaurant, c'est une forme de prostitution déguisée. Oui, c'est une prostitution déguisée. Alors, il y a plusieurs problèmes. Il y a déjà la situation sécuritaire. Il y a aussi le fait que les gens, quand ils créent ces entreprises-là, ils ne font pas d'études, donc ils ne savent pas si le marché local... Si c'est un investissement est garanti. Oui, parce qu'il faut savoir si le marché n'est pas saturé. D'abord, il y a le marché global, il y a le marché local. Dans votre secteur. Vous pouvez voir... Moi, j'ai vu 3 clubs dans une seule rue. Ça crée déjà... Il faut évaluer la saturation. Si vous investissez dans un marché saturé, c'est de l'argent perdu. Donc il faut évaluer la saturation du marché. Comment atteindre ce plein emploi, cette création massive d'emplois en Haïti qui pourrait nous sortir de la crise structurelle dans laquelle on se trouve depuis quelque temps? Et est-ce que vous aurez une idée de la façon de procéder? Et
je dois avant tout dire que je ne veux pas avoir l'air d'être quelqu'un qui fait de sa spécialité la base de toute chose. Hein, c'est ce qui arrive toujours. Les médecins ils disent que la plus belle profession, c'est la médecine. Les avocats, ils disent pareil. Donc, moi, je pense que mon discours se situe à l'intérieur des discours beaucoup plus globaux de politique publique. Donc, si les autres politiques ne sont pas appliquées, parler d'emploi, c'est perte de temps. Si la corruption n'est pas diminuée, au moins. Si la sécurité n'est pas enrayée. Parler s'il n'y a pas un minimum d'infrastructures dans le pays, là, je pense aux routes, et, à l'énergie. Donc, c'est difficile de créer de l'emploi. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait diminuer les fonds pour attirer les investisseurs étrangers et augmenter plutôt des fonds pour les jeunes de ce pays qui veulent investir, qui ont envie d'investir, qui ont des idées. Ensuite, encourager la diaspora à venir investir en Haïti. Parce que la diaspora, elle a deux trucs à faire. Vu le nombre d'argent que la diaspora envoie en Haïti via les transferts, donc on peut supposer que si on crée des incitatifs pour les inviter à venir investir en Haïti, cela donnerait un nouveau souffle à l'économie. Oui, mais la diaspora, c'est dans l'état actuel de notre économie, ce qui nous maintient en vie. C'est l'appareil à côté du malade là, qui le garde en vie. D'ailleurs, ces PME là dont je parlais, ils seront en grande partie financés par la diaspora. Parce que le jeune qui veut créer une entreprise, il va chercher les fonds, il va appeler une tante, sa mère, on a un ami pour le financer. Donc, la diaspora sera toujours, même à la première étape, la diaspora est là. Donc maintenant, il y a aussi le fait que cette diaspora veut revenir dans son pays, après un certain temps de travail. Donc il veut s'assurer une retraite en investissant, sans compter ceux qui sont des hommes d'affaires. En général, ce qu'ils font, c'est que il y a les non-zones là, ou bien dans la ville, côté où tu es sorti, ils construisent un gros bout de ton caille. En réalité, quand ils construisent, faute d'infrastructures qui pas cadré à la dans zone là, les vignes au fil du temps on sorte de fort et qui pas utile pratiquement ou bien moun obligé et vivre et de manière archaïque dans nos maisons qui construisent de façon moderne. Parce que ne pas alimenter toilettes effectivement et on avoir une idée là une toilette moderne qui pas alimenter en eau, ça va le bail. Donc c'est déjà plus grave que si on était la latrine là. Donc alors deuxièmement, alors il faudrait alors je disais plutôt que il y a une partie de la diaspora qui sont des hommes et des femmes d'affaires. Les gens ont vraiment envie d'investir en Haïti. Les business, même si vous avez une fait, c'est pas ils ne veulent pas s'assurer une retraite. Investir. Et puis après, on pourrait se mettre à penser à l'investissement étranger. Parce que même si une grande entreprise viendrait en Haïti aujourd'hui, il ne pourrait pas embaucher 2000 employés. Il ne pourrait pas. Pour employer 2000 personnes, il lui faudrait du temps pour installer l'entreprise, embaucher au fur et à mesure des services. Sinon, le budget des employés dépassera peut-être tous les coûts de l'entreprise au cours des 2 ou 3 premières années. Donc une grande entreprise qui vient en Haïti ne peut pas embaucher beaucoup de monde dès sa première venue. Donc je pense que c'est comme ça qu'on pourrait mettre de l'emploi à disposition des Haïtiens. Et je pense qu'à partir des PME, on peut créer plusieurs milliers d'entreprises individuelles dans 2 mois, si les incitatifs sont très intéressants. Oui. Alors, quand au moment de la durée, tu es venu avec un qui était fait assez par l'empile, la loi 3.8. Qui ça bagaille ça? La loi 3.8 là, c'est précisément les mêmes que OIT critiquait. Parce que les touchait trop points qui concernaient droits fondamentaux de employés. Mais la loi 3.8 là, il était venu avec l'idée pour te permettre que l'entreprise embauche plus de monde. Embaucher plus de monde, qui est logique, c'est dans la logique que l'entreprise a fonctionné 24 heures sur 24. Donc, pour un même poste, il y a 3 personnes qui passent la donne. Chaque monde fait 8 heures. Oui. Sauf que l'offre une loi qui permette que une entreprise embauche 24 heures sur 24, et c'est pas ça qu'a fait l'entreprise a fonctionné 24 sur 24. Donc, l'autre barrière qui vient de passer avec la loi 3.8 là encore, c'est qu'ils ont modifié
des protections que vous mettez pour employer n'importe là. Comme par exemple, les heures supplémentaires étaient limitées. De 80 heures par trimestre pour les industries et de 320 heures par année pour les activités commerciales. Eh bien, la loi 38 a abrogé tous ces articles. Donc maintenant, leur employé à heures supplémentaires, pas aucune instance qui va surveiller si on dépasse ou pas, puisque la limite n'existe plus. Il y a aussi le fait que les employés qui travaillaient la nuit avant la loi 38 là, ils ont toujours comme en plus. Ils ça en majoration de 50%. Donc un employé qui gagne 100 gouttes à l'heure de travail, une fois que l'entrée dans l'heure supplémentaire, il gagne 100 gouttes plus 50 gouttes, puisque c'est 50% de 100 gouttes. Eh bien, la loi 38 a changé tout ça. La loi 38 a changé ça, alors que l'entreprise n'a pas fonctionné 24 sur 24. Alors qu'elle n'a pas fonctionné 24 sur 24, vrai. Mais sans compter qu'il faut vraiment penser à dédommager un employé qui travaille la nuit. Parce que biologiquement, l'être humain n'est pas fait pour travailler la nuit. La nuit, il doit dormir. Ça bouleverse l'horloge biologique de quelqu'un qui est encore éveillé la nuit. Ce qui rend son travail à lui un peu plus pénible. Plus pénible. Donc, ils ont enlevé ça maintenant parce que vous travaillez la nuit ou que vous travaillez le jour, c'est le même salaire. Et il y a d'autres abogations qui ont... Il y a aussi le fait de rendre l'employé très flexible. Vraiment très flexible, qui permet au patron de l'utiliser à des heures comme il le souhaite, ou presque comme il le souhaite. Avant... Un peu comme ça se passe aux États-Unis d'Amérique. Oui, et aussi en France, en particulier pendant la période de Sarkozy, il y avait beaucoup de flexibilité qui ont été offertes aux patrons. Et c'est ce que la loi 38 a offert aux patrons haïtiens. Donc la loi 38 est utile ou bien pas utile? Pour ça, le gouvernement a fait promotion pour lui, elle n'est pas utile à rien. Parce qu'il n'y a pas plus de travail qui créé. Au contraire, il y a un pile de travail qui est perdu. Bon, déjà, il y a une condition sécuritaire là. Mais la loi, par exemple, permet à l'entreprise de créer emploi. Il permet conditions pour l'entreprise à créer emploi. Parce que c'est une politique publique. Quand on imagine, et quand on pense, alors pas imagine, mais quand on élabore une politique publique, à la fin de la chaîne, c'est une loi qui sort. Mais la loi a sorti, c'est pour nous capables d'appliquer tout ça dans la politique publique là. Tout ça qui était pensé, c'est organisé dans la politique publique là. Bon, je quitterai ça pour Yves. Donc, et maintenant, venez avec une loi et puis on dit que tout le monde va le travail qu'on y a, parce que je pense que j'ai entendu leur spot. Non, mais qu'on y a nous le travail, ou monde qui gagne l'université, ou à l'université le matin, on va le travail la nuit. Mais on ne doit pas jamais permettre de travail créé, qui permet aux entreprises de travailler 24 sur 24. Qui ça fait entreprise travaille 24 sur 24? C'est premièrement la nature de l'entreprise. Le matin, on travaille dans la soirée, mais on ne va pas imaginer que les gens savent dormir. Non, mais il y a qui ça qui a fait l'entreprise travailler 24 sur 24? Premièrement, c'est la nature de l'entreprise. On prend un hôtel. L'hôtel là, obligé de fonctionner 24 sur 24. L'hôpital, il est obligé de fonctionner 24 sur 24. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est le fait qu'il y ait activité dans le pays. Donc, toujours, il y a des gens dans la rue. Et puis, à n'importe quel moment, les gens doivent besoin de consommer. C'est le cas, par exemple, pour un restaurant qui est capable ouvert à 3 h du matin. Parce que 3 h du matin, il y a des gens dans la rue. Ce qui explique pour quelle raison tout business fermé très tard, 24 et 31 décembre. Parce qu'il y a un pile d'activité. Donc, si il n'y a pas d'activité dans la rue, l'entreprise n'a pas bien. Depuis 4 heures, tout le monde entre la caillou. Il était ouvert, c'est un coût lié pour lui. Un coût en énergie, un coût en salaire, parce que plus l'employé a fait temps, c'est plus un salaire pour le payer, même si l'État a appliqué l'autre avec la libre, l'autre employé vient travailler une fois que 8 heures premières a fini, mais l'autre là, c'est payer le tout. Donc, l'employé qui chita son bureau, ou bien qui chita son table, capte un client vini, client pas jamais vini parce que tout le monde entre la caillou, eh bien, la pas obligé de révoquer. Donc, moi, par comprendre, j'ai jamais pu comprendre comment ce gouvernement a pu penser qu'avec une loi, il pourrait augmenter les activités commerciales dans un pays. C'est encore plus maintenant. Donc, il faudrait se tourner vers l'industrie, vers d'autres activités économiques, notamment des activités innovantes qui cadrent plutôt avec le temps dans lequel nous vivons. Oui, tout à fait. Et sans compter le télétravail. Parce que déjà, il faut regarder sur les pays qui utilisent le télétravail depuis l'année dernière à cause du Covid. Et de voir les problèmes que pose le télétravail. Mais c'est important.
Il y a des entreprises en Haïti actuellement qui font du télétravail, l'activité principale de leur activité. Non à cause de la pandémie, mais à cause de l'insécurité. Bon, ça a commencé avec la pandémie. Maintenant, ils ont une autre raison. Maintenant, il faut des lois. Bon, bien entendu, on peut toujours faire des contrats entre les parties et s'entendre sur les accords, mais c'est sans oublier le pouvoir du patron. C'est sans oublier que les contrats de travail sont pour la plupart du temps des contrats d'adhésion, ce qui veut dire un contrat face auquel on ne peut pas négocier les clauses, on ne peut qu'accepter ou refuser. Donc imagine un patron qui donne un contrat de télétravail à son employé. Alors qu'on est en train de découvrir, à partir de la pandémie, que le télétravail fait travailler beaucoup plus les employés et augmente leur stress parce qu'ils sont chez eux, ils sont contactés à n'importe quel moment. Oui. Ils travaillent plus que s'ils étaient au bureau. On est pratiquement à la fin de l'émission et Philippe Volmar. Et un dernier mot, un message pour patron, pour gouvernement, pour travailleurs. Dernier mot, il n'est pas pour nous dire là, non, il est pour votants et futurs votants. C'est pousser les politiciens à un véritable discours de l'emploi. Et je veux dire dans le sens, c'est pas dans le sens où je vais 100 000 emplois entre moi, mais une véritable politique publique de l'emploi avec détail, où on côté la fête, ou comment la fête. Et moi, je pense que c'est discours ça qui doit pousser les gens à voter. Parce que ce n'est pas le fait que les gens a simplement dit la font route, mais c'est parce qu'il est capable de bon travail, il est capable de permettre de prendre soin de la famille, il est capable même permettre qu'on n'est pas obligé de prendre soin de toutes les familles parce qu'il y a besoin de travail. Tout. Oui. Je pense que c'est ce qui devrait intéresser les potentiels électeurs. Et les électeurs, pour qu'ils, bon, ceux qui sont, et ceux qui vont naître aussi, ou ceux qui sont mineurs pour l'instant, peut-être qu'ils doivent perdre l'émission à tout. Le discours sur le travail, c'est le plus grand discours politique pour nous les Haïtiens en ce moment. D'accord, merci et Philippe Volmar d'être venu sur ce plateau et pour parler de cette question importante, comme je disais tantôt, qui est la question du travail. On n'a pas parlé des syndicalistes qui jouent un rôle important aussi on n'a pas parlé de ça. Dans le système, mais peut-être qu'on remettra ça à une autre fois. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation et ça m'a fait plaisir d'être là. Je suis toujours disponible pour l'invité du jour et pour toi, mon ami. L'invité du midi. Madame, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition tout aussi spéciale et intéressante. Bye bye.